Cet épisode de Questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur lrmhuissier au pluriel.com, lrmhuissiers.com pour plus de détails. Question de preuve, l'après-COVID en matière d'immigration. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée et fondateur de Rivercast Media, réseau qui héberge des balados, dont Question de preuve, un podcast sur le droit et la justice par et pour les juristes, et dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l'accès à la justice. Maintenant que Question de preuve fait le top 20 des balados canadiens dans la section Actualité et politique d'Apple Podcasts et le premier et le seul en français, il faut viser le top 10. Nous allons atteindre ce sommet avec des auditeurs comme vous qui s'abonnent gratuitement au balado sur votre application. Le but du balado est l'écoute partout, en tout temps, sur votre appareil intelligent, que ce soit un Android ou un iPhone, mais aussi sur Siri, Google Assistant, Cortana, si ça existe encore de Microsoft, je pense qu'ils voulaient l'éliminer, et bien sûr Alexa d'Amazon. Donc vous pouvez nous écouter sur ces plateformes-là aussi. Ne vous attardez pas à nous écouter sur votre ordinateur rivé à un écran. Faites d'une pierre deux coups, écoutez-nous et entraînez-vous. Prenez une marche, n'importe quoi pour maximiser votre temps. Nous sommes des experts là-dedans, nous autres les juristes. Certains de nos balados sont reconnus pour la formation professionnelle, alors allez dans la section formation continue du site rivercastmedia.com pour connaître les façons d'obtenir votre attestation de formation. Mon invité aujourd'hui, Maxime Lapointe, est un ami du podcast pour avoir été la vedette de l'épisode 18 intitulé Immigration et intégration sur notamment le processus d'immigration au Québec et le programme de l'expérience québécoise. On fait un petit peu une suite aujourd'hui parce qu'à ce moment, le Québec était déjà en crise sanitaire due à la COVID-19 et comme vous le savez tous, on est encore dans ce fouillis qui ralentit toutes les activités personnelles, professionnelles, commerciales et industrielles. Le secteur de l'immigration est aussi touché, c'est pourquoi j'accueille encore une fois Maxime Lapointe, un avocat de Québec qui concentre sa pratique en droit de l'immigration au Québec et au Canada pour une clientèle de gens d'affaires. Son expertise s'étend aussi vers des demandes de permis de travail, de permis d'études, des conseils juridiques pour des gens d'affaires. Il conseille un très grand nombre de ressortissants étrangers et d'entreprises québécoises en matière d'immigration. Salut Maxime, bon retour à Question de preuve. Merci beaucoup de l'invitation. Très content d'avoir une belle tribune comme la vôtre pour présenter mes positions les plus récentes que je développe au fil du temps. Je pense que celles-ci vont plaire à un grand nombre de personnes. Tout à fait. Merci d'avoir fait un petit lien pour me rappeler qu'il y a encore certaines problématiques là, au niveau de l'immigration et en plus de ça, il faut sortir de cette crise sanitaire-là. Mais sinon, ces temps-ci, là, qu'est-ce qui anime ta pratique? Là, je sais que tu es pas mal occupé, là, tu me disais tout à l'heure, en pré-enregistrement. Mais qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau de l'immigration dans ta pratique présentement? C'est beaucoup, c'est de plus en plus une relation d'aide, je dirais, ma pratique, dans le sens que, au-delà des conseils juridiques, c'est beaucoup de rassurer nos clients qui ont des questions, qui reviennent souvent. C'est surtout qu'est-ce qui va arriver de mon permis de travail à son expiration, comment faire pour acquérir la résidence permanente. Puis aussi, au niveau des entreprises, c'est beaucoup le déploiement des travailleurs étrangers temporaires au Canada. Évidemment, la quarantaine obligatoire, qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche. Puis ça évolue tellement rapidement qu'il faut constamment là, changer nos approches envers nos clients. Là. Exemple, l'année passée, quand le Québec a été mis sur pause, on avait beaucoup de soudeurs français qui étaient supposés d'arriver et qui, normalement, auraient pu monter dans un avion, arriver au Canada sur présentation de 2 documents, se faire donner le permis de travail à la frontière, mais maintenant, il faut faire le permis de travail en ligne. Donc là, vers avril l'année dernière, on a changé nos approches. Mm-hmm. Puis, on est rendu on fait la demande de permis de travail en amont. Puis finalement, les gens arrivent, mais là, c'est rendu la quarantaine à l'hôtel qu'il faut revoir. Donc c'est beaucoup c'est plus du conseil stratégique, mais beaucoup de la relation d'aide qui n'était pas vraiment le cas avant. Ma pratique, c'était beaucoup des gens d'affaires, il y a un programme, est-ce que vous remplissez les conditions? Si oui, on dépose une demande. OK. Et on parle quand même pas mal de l'immigration ces temps-ci dans les nouvelles. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis sur la glace. Il y en a d'autres qui sont retardés. Il y en a d'autres qui ont pris des nouvelles tangentes. On a parlé aussi, t'entends un petit peu là, il y a eu dans les nouvelles, je pense la semaine dernière, là, quelqu'un là, qui n'était pas très content du programme de l'expérience québécoise parce qu'il avait échoué, un Français qui avait échoué son examen de français ici. Donc, ça revient quand même tout le temps aux nouvelles. J'ai ma propre opinion sur un Français qui
qui échoue son examen de français puis qui en parle aux médias, mais ça, c'est une autre, Ouais. une autre histoire complètement. Mais sinon, comme tu dis, ça a changé. La crise sanitaire fait qu'on a certains problèmes, pardon, et qu'il faut sortir de cette crise-là. Puis c'est un petit peu ça qu'on a décidé de discuter, toi et moi, aujourd'hui. Tu m'as transmis un texte, puis ça, j'aime bien ça de toi. Tu as beaucoup de réflexions que tu mets par écrit. On en avait parlé au dernier épisode ensemble, 18. Et tu as mis par écrit, qu'on va partager avec nos auditeurs sur les notes de l'épisode, un document qui s'appelle 5 mesures pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration. Et il y a 5 éléments qui vont faire partie du podcast aujourd'hui. Et je vais prendre un petit peu la balle au bon pour poser les questions que peut-être nos auditeurs, nos collègues juristes te poseraient avec un petit peu les 5 points qui sont assez succincts, mais en même temps qui veulent dire beaucoup. On parlait tout à l'heure, on préfère probablement 2h30 sur ces 5 points-là. On va essayer de faire autour d'une heure, comme on fait toujours d'habitude. Donc, 5 mesures pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration. Pourquoi tu as décidé de réfléchir à ça? Et je comprends l'opportunité dans le temps, mais qu'est-ce qui t'a fait réfléchir à ces 5 mesures-là? Bon, je te dirais que ça fait vraiment partie de mes valeurs en tant que professionnel d'essayer d'améliorer les processus de sélection puis de rétention des ressortissants étrangers au Québec. Donc, ça veut dire essentiellement s'il y a des programmes qui sont bloqués, trop lents, qui pourraient être plus efficaces, une meilleure relation entre le Québec et le Canada en matière d'immigration. Mm-hmm. Je me fais un devoir de sortir des positions. J'ai commencé ça en 2014 avec un document qui s'appelait Document de réflexion pour un Québec plus transparent. Donc, c'était vraiment donner des conseils avec des recommandations au gouvernement. Puis je l'ai fait presque tous les ans là, depuis ce temps-là. Et là, récemment, il y a des goulots d'étranglement que je remarque en matière d'immigration. Et oui, là, on est encore vraiment les 2 pieds dans la COVID-19, évidemment, au mois d'avril, mais je pense que la sortie s'en vient avec, bon, évidemment, la vaccination, là, puis ce sera un autre débat. Mais donc, c'est comment préparer une sortie de crise pour immédiatement donc prendre les bonnes décisions politiques et législatives dans le but d'avoir une bonne transition vers une reprise. Mm-hmm. Donc, j'essaie de limiter mes positions. Au lieu de faire une lettre ouverte aussi, des fois de plusieurs pages, j'aime mieux faire des points de forme et j'essaie de limiter à 5 juste pour avoir garder l'attention de mon lecteur là, pendant les 5. Mais comme on a parlé en pré-entrevue, c'est quand même assez condensé. Puis ça touche à toutes les directions, souvent immigration temporaire, permanente, compétences du Canada, du Québec. Donc, c'est de la haute voltige. Mais je pense que si les gouvernements s'attardent un petit peu à ces mesures-là, les entreprises vont être contentes, les travailleurs étrangers vont être contents, les gens qui demandent la résidence permanente, qui ont perdu leur emploi ou qui ont mal renouvelé un permis de travail vont être contents. Donc, c'est vraiment c'est très positif là, ce que j'aborde. Oui, tout à fait. Puis je dois dire aussi, Maxime, que c'est pas nécessairement des mesures qui vont t'amener de l'eau au moulin. Il y a certaines de ces mesures-là, c'est pour faciliter le processus et c'est pas nécessairement pour augmenter tes revenus. Ben alors, plongeons-nous immédiatement. Le point numéro 1, et je vais te demander un petit peu de nous donner tout le temps un peu d'où ça vient, donc c'est quoi l'état actuel des choses, puis pourquoi tu proposes ça. Donc, le point numéro 1, la première mesure pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration, augmenter de 10 à 20 % la limite de travailleurs étrangers dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET, pour les postes à bas salaire, octroyer une durée minimale de travail au Canada de 24 mois et idéalement 36 mois. Donc, on est où aujourd'hui dans le programme des travailleurs étrangers temporaires? Okay. Donc là, on est vraiment dans le recrutement à l'international, pénurie de main-d'œuvre, d'entreprises qui ont de la misère à recruter, PCU, et puis il faut comprendre aussi que le secteur industriel, la chaîne alimentaire, même avec la COVID, leurs activités commerciales n'ont pas ralenti loin de là. Il y avait encore des articles cette semaine dans les journaux qui disaient qu'il y avait 150 000 emplois pour voir au Québec. Donc, la demande est très forte. Et quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, il faut vraiment parler uniquement, selon moi, du programme des travailleurs étrangers temporaires. Okay. On a tendance, des fois, dans les médias, à parler du programme de l'expérience québécoise ou de plus largement de travailleurs qualifiés, mais en résidence permanente. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut un travailleur sur le terrain au plus vite, il faut passer au travers des filtres du programme des travailleurs étrangers temporaires, qui se ventilent en 2 sections, disons.
les postes à bas salaire, les postes à haut salaire. Et pour les postes à bas salaire, donc le salaire médian va changer bientôt, mais actuellement, c'est 23,08 $. Donc, en bas de 23,08 $, on est à bas salaire. OK. Donc, je parle des postes de manœuvre, les postes dans les domaines industriels, les journaliers. Donc, on est à bas salaire. Il y a une limite de 10 de la main-d'œuvre étrangère sur le lieu de travail. Ça veut dire que, essentiellement, j'ai une usine, on est 100 travailleurs à temps plein. Je peux aller chercher 10 travailleurs étrangers temporaires. OK. Là, dans le domaine, donc pour les entreprises, il y a toutes sortes. Il y a des entreprises qui n'ont jamais fait affaire avec ce programme-là, qui ne sont pas informées de leur capacité d'aller sélectionner. Il y en a qui sont déjà à côté dans le 10 %. Donc, moi, je représente des grosses entreprises, exemple Olimel, qui m'ont contacté encore récemment pour me dire Maxime, on n'a plus de place dans notre 10 %. As-tu d'autres options? Puis, bon, alors, j'essaie d'explorer avec eux d'autres suggestions, mais les entreprises, évidemment, font beaucoup de pression au gouvernement pour augmenter la limite de 10 à 20 afin de donner plus d'oxygène en matière de travailleurs. Donc, celle-là, j'avoue que je ne l'ai pas inventée. C'était dans les recommandations que la dernière commission parlementaire du gouvernement sur les seuils d'immigration, la Fédération du commerce, des travailleurs du commerce indépendant avait fait la même recommandation. Les entreprises majeures comme Olimel, entre autres, font ces recommandations-là. Et par contre, pour le 24 mois, bon, normalement, pour les postes à bas salaire, on a une limite de 12 mois de permis de travail. Ça veut dire que le travailleur étranger va arriver avec un permis de 12 mois, puis il va falloir rapidement recommencer le processus d'évaluation de l'impact sur le marché du travail à Service Canada, la démarche de sélection temporaire auprès d'Immigration Québec pour refaire un permis de travail parce que les délais de traitement de ces programmes-là, ça va quand même bien, c'est peut-être 3 mois, mais il faut refaire. Donc, on est toujours en train de faire des renouvellements. Et pendant la COVID, à partir du mois de mars l'année dernière, Service Canada a augmenté la durée à 24 mois pour les postes à bas salaire. Donc, quand moi j'ai su que cette mesure-là était en vigueur, j'ai prolongé plusieurs travailleurs qui n'étaient pas nécessairement obligés de faire le renouvellement rapidement. Tu n'étais pas aux 12 mois, mais tu as fait le renouvellement. Puis quand tu parlais, tu as raison, puis c'est vraiment pas pour mes honoraires, parce que je pourrais surfer sur des renouvellements, dans le fond. Là. Mais j'aime mieux conseiller à mes clients de faire un 24 mois, comme ça on dort tranquille un peu, puis on évite d'être en constant renouvellement. Mais le 24 mois, à partir de l'automne, ça a leur baissé à 12 mois. Okay. Donc, ça veut dire que mes dernières demandes que j'ai faites à bas salaire, j'ai eu encore 12 mois. Et on va en parler plus tard. Et aussi, on en a parlé la dernière fois, la réforme du programme de l'expérience québécoise. Moi, le but, c'est de convertir une résidence temporaire en résidence permanente le plus vite possible, dans le but aussi de me libérer de la marge de manœuvre de mon 10 % parce que les gens qui ont un certificat de sélection du Québec sont exemptés du 10 %. Donc, moi, ma stratégie, c'est de dire à l'employeur, dès que la personne est éligible à déposer une demande de sélection permanente dans le programme de l'expérience québécoise, bien, faisons-le. Par contre, les nouvelles mesures du programme Expérience québécoise, maintenant, exigent 24 mois d'emploi. Yes. Donc, ça veut dire que même si on avait un permis de travail de 24 mois, à la fin de mon permis de travail, je serais obligé de refaire une demande d'évaluation de l'impact sur le marché du travail pour avoir l'excédent du 24 mois, puis surtout pendant les délais de traitement du ministère de l'Immigration du Québec qui prennent 6 mois, ça me prend un permis de travail pareil pendant tout ce temps-là. Donc, moi, je suggérais 2 choses dans cette mesure-là, c'est de monter la limite de 10 % à 20 % pour que les entreprises qui sont déjà très à l'aise dans le recrutement international et qui sont à côté dans leurs 10 % puissent aller rechercher des nouvelles cohortes de travailleurs et bien les intégrer. Deuxièmement, si on avait une durée de permis de travail plus longue, donc ça veut dire que dans la seule demande de permis de travail qui découle de l'évaluation de l'impact sur le marché du travail, on pourrait avoir la durée requise et le délai de traitement pour demander le certificat de sélection du Québec. Comme ça, on serait sûr à 100 % on ferait la démarche une fois. Ouais. Et après ça, on pourrait basculer en résidence permanente, on se sort du 10 %, puis on continue notre recrutement. Parce que la pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr que pour des postes dans des usines, ça ne va pas baisser, ça ne va pas changer. Il y a eu peut-être un peu de tremblement dans l'industrie au mois de mars, avril l'année dernière, mais ça n'a pas vraiment été long. Les entreprises se sont fait reconnaître rapidement comme service essentiel, puis ça a reparti comme... Les entreprises, moi, mes clients dans l'industriel ont fait beaucoup d'argent l'année passée.
OK. Moi, je retiens deux choses. Qu'est-ce que tu viens de me dire? La première chose, donc, un employé, pardon, à bas salaire, c'est quand même quelqu'un qui fait 23,8 de l'heure. Donc, c'est quand même pas Et négligeable, là. moi. Et moins, c'est ça. C'est quand même pas négligeable, mais autour de 22 là. Je ne suis pas dans la comparaison, puis je dis pas que c'est correct, là, les salaires, mais je veux dire, c'est quand même beaucoup d'argent. Et l'autre chose aussi qui est important de savoir, et tu as raison, il y a beaucoup d'employeurs qui ne savent même pas que ça existe, leur Ouais. premier seuil de 10%. Et je pense que ça, au niveau du partage d'informations qu'on fait à nos collègues présentement, c'est qu'il y a peut-être des gens qui ont des clients qui ont des problèmes de main-d'œuvre, mais qui sont peut-être éligibles à ces programmes-là là, au niveau de travailleurs étrangers. Est-ce que tu peux me donner des exemples et t'excuseras le fait que je ne le sache pas? J'ai deux questions pour toi, puis je pense que je te l'avais posé à l'épisode 18. Première des questions. Les Français tout à l'heure là, qui étaient des soudeurs, est-ce que ce Euh, sont des travailleurs étrangers dans le cadre du programme de travailleurs étrangers temporaires? oui. OK. Et maintenant, l'autre question que j'ai pour toi, parce qu'on est vraiment là-dedans présentement, là, moi, le studio, et j'habite Laval, donc il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent cueillir les fraises, tout ça. Euh, Est-ce que c'est les mêmes travailleurs, ça? non. OK. Ça, c'est le programme des travailleurs étrangers saisonniers, qui est Saisonnier. pour une période particulière, maximum 24 semaines. L'employeur a beaucoup plus d'obligations là, de fournir le logement. Il y a des pays participants aussi. OK. Donc, par contre, là, je chevauche un petit peu sur notre point 2 parce que faut comprendre que le Québec a quand même la compétence pour simplifier le processus dans le cadre de demande de sélection temporaire du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, à tous les ans, le ministère de l'Immigration fait une liste de professions admissibles au traitement simplifié. Ouais. Exemple, les soudeurs français, même s'ils gagnent moins que 23 et 8 ils sont considérés à haut salaire parce que c'est un poste qui est considéré comme étant en pénurie. OK. OK? Donc, ça veut dire que j'ai des entreprises avec qui on fait venir 20 soudeurs par année, même s'ils sont plus que 10 on n'a jamais eu de problème. Par contre, j'apprécie que tu soulignes à nos auditeurs et à leurs clients que ça existe, le programme des travailleurs étrangers temporaires, mais c'est pas aussi sexy qu'on peut penser à première vue. Il y a des frais gouvernementaux de 1 000 $ par travailleur étranger par demande. Donc, moi, j'ai une entreprise que je représente. On est dans le domaine de l'assainissement. Exemple, ils lavent de nuit dans des usines, exemple, Olimel. Et ils sont limités à 10 évidemment. Mais on a fait une cohorte de 30 travailleurs du Vietnam en 2018 pour lesquels on a envoyé 30 000 $ de frais gouvernementaux à Service Canada Hmm. et environ 12 000 $ de frais gouvernementaux à Immigration Québec qui charge 410 $ pour une demande de sélection temporaire. Donc, en frais gouvernementaux, ça monte vite. En honoraire professionnel, ça monte aussi, ça monte moins vite. Mais il y a quand même des dépenses assez majeures à anticiper. C'est sûr que dans mes dernières positions, je suggérais au Québec de se sortir du programme des travailleurs étrangers temporaires en rouvrant l'accord Canada-Québec. Maintenant, on est vraiment dans la Constitution Ouais, on en et dans avait le, parlé dans dans le l'épisode 18. politique. Ouais. Et puis, c'est pas si évident. Le Québec ne veut pas aller dans cette direction-là parce qu'il reçoit beaucoup d'argent du fédéral pour la francisation des immigrants, entre autres. Mhm. Donc, on est un peu pris dans cet écosystème-là. Mais si tu veux, on peut faire la transition rapidement avec le point 2 En effet. sur la liste des professions admissibles au traitement simplifié là-dessus. Je te laisse le présenter, mais il y a quand même des belles ouvertures à faire. Donc, probablement que tout le long du balado aujourd'hui, on va faire un petit peu du coq à l'âne et on va sauter d'une mesure à l'autre. Mais au niveau de la deuxième mesure suggérée par Maxime Lapointe est de revoir rapidement la liste des professions admissibles au traitement simplifié du MIFI, le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. C'est ça. Afin de refléter la réalité de la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans le secteur de la restauration, de la pâtisserie et dans la chaîne d'approvisionnement en général. Donc, tu nous as parlé, on en avait parlé aussi dans l'épisode 18, donc les professions admissibles. Il y a une liste qui est faite, qui est renouvelée à chaque année, donc je l'ignorais. Et là, ben là, tu t'en vas directement dans le secteur de la restauration, pâtisserie et dans la chaîne d'approvisionnement en général, qui sont, bon, j'imagine pour vous, dans ton expérience des secteurs névralgiques, là, où il manque de main-d'œuvre. Bon, en fait, pour te donner un peu de contexte, effectivement, c'est une liste qui est publiée annuellement au mois de février. Ensuite, il y a un délai de 30 jours et une période de probation pour déposer avec l'ancienne liste. Et
Donc, si on prend la liste de 2020, ben, exemple, cuisinier, chef cuisinier, pâtissier, étaient inclus dans la liste. Et puis, les restaurateurs, dans les derniers mois, étaient et sont tous dans une perspective de reprise économique, de relance, de réouverture de leurs restaurants. Donc, évidemment, ils n'ont pas de CV. Et ce qui est arrivé, c'est que dans la liste de 2021, tout ce qui a rapport avec la restauration, chef cuisinier, cuisinier, pâtissier, boulanger, et aussi tout ce qui est dans l'événementiel, a été retiré de la liste. Et le ministère de l'Immigration s'ils sont dit, dans le fond, il n'y aura pas de pénurie pour ces postes-là en 2021, donc on l'enlève de la liste, bêtement. En passant à la liste, une liste du 24 février 2021, là, elle est toute fraîche. Là. C'est ça. Donc, moi, ce qui est arrivé, c'est que justement, en janvier, février, j'ai fait quelques dossiers, notamment de permis de travail, de IMT pour des restaurateurs qui cherchaient des cuisiniers et j'ai quelques candidats qui étaient au Vietnam, entre autres. Okay. Donc là, on a fait des dossiers de cuisiniers, mais quand j'ai su que la profession était retirée de la liste pour 2021, bien là, on a clenché les dossiers, si tu me permets l'expression, pour être sûr de déposer pendant la période probatoire. De 30 jours, là, entre le 24 février et le 24 mars, il y a une période transitoire. Ouais, okay. C'est ça, exact. Ça veut dire que si on n'est plus dans le traitement simplifié, on retourne en traitement régulier. Et là, le programme travailleur de tranche temporaire, bon, on n'a pas abordé le sujet dans le point 1, mais parce que dans le programme régulier, il y a une campagne d'affichage de postes à faire pendant 28 jours sur plusieurs sites gouvernementaux. C'est très carré pour montrer qu'on n'a pas réussi à trouver de Canadiens. Donc, en traitement simplifié, on peut s'épargner cette étape-là. Et là, ça veut dire que, par exemple, on enlève les cuisiniers. Donc là, on retourne en traitement régulier. Le 10% fait mal parce que là, en traitement simplifié, on est hors 10%. Donc là, on retombe avec un 10%. Il faut afficher le poste. Donc, c'est plus contraignant pour les entreprises. Puis de l'affichage de poste, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises y en font. C'est très rare que mes clients viennent me voir en me disant « Je veux absolument aller recruter ce travailleur-là, trouve-moi une manière de me sortir de l'affichage. » D'habitude, ils disent « On essaie partout, depuis un an, il ne se passe rien, on est rendu à regarder à l'international. Maxime, peux-tu nous aider? » Donc, ça veut dire que la liste... Il y avait un article là-dessus récemment d'un restaurant dans Charlevoix qui demandait de se faire remettre sur ce qu'il appelle Fast Track, donc la liste de traitement simplifié. Parce que là, ça leur cause problème au niveau du 10%, au niveau de l'affichage des postes. Les délais de traitement sont un petit peu plus longs. Mais bon, alors moi, ma suggestion dans cette recommandation-là, c'est de revoir la liste à la lumière de non seulement les expectatives, les attentes du ministère sur la crise, mais peut-être prendre le pouls du secteur économique, des restaurants, des associations de commerce au Québec pour dire c'est quoi la vraie liste de professions qui sont en pénurie. Et là, j'essaie d'intégrer aussi tout ce qui est chaîne d'approvisionnement parce que oui, des postes de manœuvre en transformation alimentaire, c'est du travail qui est difficile, qui n'est pas nécessairement bien payé, mais pour lesquels, je veux dire, on mange, là, on a besoin de travailleurs dans les usines pour faire de la production alimentaire. Donc, si, exemple, on prenait le poste par exemple, de désosseur chez une usine comme Olimel et on le mettait en traitement simplifié, hors 10%, là, on serait capable de régler en partie le problème de pénurie de main-d'œuvre. Il faut comprendre aussi que le programme de travailleurs étrangers temporaires, ça ne va pas tout régler les problèmes de pénurie de main-d'œuvre tout le temps. Ça vient aussi avec un lot de problèmes. Des fois, ça arrive que les travailleurs sont refusés au permis de travail, donc finalement, ils ne peuvent pas arriver. L'employeur a déboursé plusieurs dizaines de milliers de dollars en frais gouvernementaux, frais légaux, frais de recruteur aussi. Ça arrive que le travailleur, finalement, vient sur le territoire, son rendement n'est pas satisfaisant, il repart. Ça arrive qu'il quitte pour une autre entreprise. Ça, c'est malheureux. Les employeurs se plaignent beaucoup en disant on a fait toutes les démarches de recrutement, d'immigration, d'intégration. Finalement, l'employeur B fait en parallèle une demande d'évaluation d'impact sur le marché du travail. Puis le travailleur est parti. Donc, moi, ma recommandation, celle-là, ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai faite au ministère de l'Immigration, c'est-à-dire si jamais il y a une deuxième demande de sélection temporaire au MIFI pour le même travailleur à l'intérieur de la même demande de IMT, mettons dans la période de 3 ans, s'il y a une autre demande, j'appellerai le travailleur. Donc, c'est quoi le problème, monsieur? Parce qu'à la base, vous êtes déjà lié avec cet employeur-là. Okay. Donc, pour éviter de basculer. Parce que dans mes solutions qui ne sont pas là-dessus, mais il y a aussi
ce qu'ils appellent le programme Expérience internationale Canada, donc des PVT, permis vacances-travail, des permis de jeunes professionnels, qui peuvent aider aussi. Ça ouvre, ça ferme, c'est un programme fédéral, c'est une loterie, donc on ne peut pas nécessairement tout mettre nos œufs dans ce panier-là. Par contre, un PVT, c'est bon, c'est un permis de vacances-travail qui est un permis ouvert, donc qui n'est pas lié à un employeur, mais ça, les entreprises n'aiment pas ça, parce que même si on vient de parler que le permis fermé, c'est limite, c'est quand même un petit peu plus sécurisant pour un employeur qu'un permis de travail ouvert, que là, le travailleur peut complètement dégarpir après une journée. Ouais. Dans Charlevoix, c'était un restaurant Mike's, ou c'est un groupe de restaurants Mike's qui a fait cette demande-là pour trouver un travailleur étranger qui n'était pas admissible au traitement simplifié. Puis ça dit bien dans l'article qu'il a dû débourser 10 000 $. Puis c'est drôle parce qu'on ne parle pas non plus de... J'enlève rien au restaurant Mike's, mais on ne parle pas d'un restaurant qui est particulièrement avec une nourriture qui est extrêmement rare, qui demande une préparation spéciale, puis il faut faire venir quelqu'un de l'extérieur. Donc, c'est un restaurant Mike's qui avait de la difficulté à se trouver du personnel. Donc, la pénurie de main-d'œuvre en restauration, elle est réelle. Je suis content de vous aviser, chers collègues, que la profession d'avocat est sur la liste des professions admissibles au traitement simplifié. C'est un peu particulier. J'ai regardé la liste, un ergothérapeute, des professionnels en finance. C'est une drôle de liste. Je ne l'avais jamais vu avant. Maxime, ça vient d'où, ces choix-là? C'est le ministère de l'Immigration avec le ministère de l'Emploi, dans le fond, qui décide de cette liste-là. C'est beaucoup basé sur les recommandations du ministère de l'Emploi. Par contre, quand on parle de professions, justement, qui sont liées à un ordre professionnel, comme les avocats, là, on est sur un dossier vétérinaire actuellement, puis on est un peu... Qui est sur la liste, d'ailleurs, je pense. Hein? Oui, parce que oui, mais il est sur la liste de traitements simplifiés. Pas de problème, jusque-là, tout va bien. Mais mon vétérinaire du Maroc n'a pas encore les autorisations de pratiquer avec l'ordre professionnel des vétérinaires. Donc là, moi, je conseille, dans le fond, une coopérative qui représente les cliniques vétérinaires. Et j'essaie de trouver la bonne logique entre les démarches d'immigration et les démarches d'inscription à l'ordre, parce que c'est la même chose pour un avocat. Tu sais, si on a un avocat qu'on lui fait un permis de travail pour qu'il vienne travailler dans une entreprise, un cabinet du Québec, en traitement simplifié, Service Canada va approuver, Immigration Québec, permis de travail va sortir, mais dans la réalité, est-ce que cette personne-là est apte à pratiquer le droit avec le barreau du Québec? C'est vrai. Donc, c'est pas parfait. Donc, la liste de professions, oui, OK, il y a une pénurie. Bon, puis on peut débattre là-dessus. Est-ce qu'il y a une pénurie d'avocats au Québec? Là? Ouais, je ne sais pas, mais exemple pour des vétérinaires, c'est vrai qu'il y a une pénurie. Mais moi, comme professionnel, j'ai de la misère à bien conseiller mes clients avec les démarches d'inscription à l'ordre. Donc, je dirais que dans ce dossier-là, on est plus en train de faire une offre d'emploi comme technicien en santé animale, qui est aussi dans la liste. Oui, technologue, je l'ai vu un petit peu plus loin, là, 32-13, technologue en santé animale et technicien vétérinaire. Donc, voilà. Donc on risque de prendre cette dispense-là de traitement régulier parce que j'ai l'impression qu'avec un permis de travail de vétérinaire, mon candidat se heurterait avec son nom professionnel assez rapidement. Donc c'est pas parfait. Mais il y a moyen, c'est des outils politiques que le gouvernement pourrait utiliser facilement quand même pour au moins enlever un petit peu de pression sur les entreprises. Il n'y a pas de complexité à ajouter des emplois dans la liste, même si on pouvait faire une refonte et la revoir, par exemple, au 1er juin, pour remettre les professions de la restauration. Parce que pour un restaurateur, c'est pas parfait non plus là, comme on vient au point 1, frais gouvernementaux, frais légaux, frais de recruteur. Des charges sont très élevées. Donc, si au moins on pouvait enlever le bout justement de la limite de 10 l'affichage de poste obligatoire, déjà là, ou remettre comme c'était, c'est pas une grosse demande, mais j'avoue que ça ferait quand même du bien là, dans l'environnement de la restauration. Puis si on pouvait aussi élargir avec la chaîne d'approvisionnement en temps de COVID, je pense qu'il y a des entreprises qui seraient contentes. Chers auditeurs, si vous connaissez un réparateur de wagons, vous pouvez communiquer avec Maxime Lapointe qui va vous faire un traitement simplifié c'est une drôle de liste, Maxime, je suis désolé, là, je regarde ça. On dirait qu'il y a une certaine partie que ça semble être un peu ceux qui ont un bon lobby. Ensuite de ça, il y a une autre, tu sais, comme il y a des choses tellement générales, un ajusteur de machine. Ouais.
Oui, OK, ça va. C'est une. Puis comme je dis, ben celui-là, le réparateur de wagons, ça, j'aime beaucoup. Mais c'est quand même une drôle de liste qui se situe quelque part entre des lobbyistes et sinon des métiers qui sont un peu généraux. Mais c'est quand même, puis il y en a pas mal, là. Je veux dire, on parle Il y a toujours environ entre 50 et 60 Hum, professions admissibles. Puis d'une année à l'autre, on a fait l'exercice là, justement de voir qu'est-ce qui avait été enlevé ou ajouté là, dans la dernière année. Donc là, on remarquait que plombier était ajouté. Mais tu sais, plombier, c'est pas si évident non plus parce que ça prend des cartes de construction. Donc, des fois, le problème de l'immigration, c'est qu'ils sont un petit peu en vase clos juste sur l'immigration, mais ils ne comprennent pas nécessairement l'entièreté de la situation. Là. hum. Mon plombier qui débarquait ici au jour 1, il n'a pas ses cartes. Là. Donc, on avait plusieurs problèmes aussi. Puis des fois, c'est compliqué. Tout ce qui est dans l'industriel, exemple, des soudeurs qui sont en chantier ou en atelier, donc ce n'est pas les mêmes conditions au niveau de la construction. OK, OK. Donc, il y a vraiment, quand je débute un dossier, moi, ce que je regarde, premièrement, c'est est-ce que j'ai une dispense de IMT? Parce qu'il y en a, notamment, on parlait tantôt de tout ce qui est programme Expérience internationale Canada. Donc, si Mhm. je peux passer par là, je vais le faire. Et après ça, si je dois faire un IMT, la question que je me pose, bon, est-ce que c'est un poste qui est admissible au traitement simplifié? Oui, non. Après ça, si c'est non, ben là, je commence à faire mon affichage de poste. Puis, un mois plus tard, je dépose le dossier. Bon, OK. Ça nous donne une. Mais je vais partager la liste, chers auditeurs. C'est très intéressant, juste à lire. Bon, en tout cas, moi, je suis quelqu'un de curieux, donc j'ai vraiment aimé ça. Le troisième point, la troisième mesure là, pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration, évidemment, là, on touche à un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'aspect vie privée. Vous allez voir là, quand je vais vous lire ça. Aussi, c'est sûr que je pense que tu écoutes quelques-uns de nos podcasts, Maxime. Tu vois qu'on est souvent en matière de technologie, vie privée et qu'on parle du projet de loi 64, qu'on parle des épisodes qu'on a fait avec Vincent Gautret. Donc, la troisième de ces 5 mesures, tu nous dis permettre aux candidats à l'étranger de présenter leurs données biométriques au Canada lorsque possible pour accélérer le processus de demande de permis de travail ralenti trop souvent par la fermeture temporaire des centres de biométrie dans le pays d'origine à cause de la COVID-19. Moi, je l'ignorais qu'on partageait les données ou on présentait des données biométriques. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne présentement et qu'est-ce que tu entrevois avec ta troisième mesure? Bon, la biométrie, c'est un casse-tête, mais qui est en constante évolution. Okay? Premièrement, bon, les ressortissants étrangers doivent maintenant fournir leurs données biométriques. C'est valide pendant 10 ans. On parle d'empreintes digitales, de photos. Avant, exemple 2015, c'était pas requis. Après ça, 2017, il y a eu des ajustements. Les gens qui étaient au Canada étaient exemptés de donner leur biométrie parce qu'il n'y avait pas de centre au Canada. Bon. Après ça, il y avait certains pays qui étaient exemptés, exemple la France, l'Europe, les pays Afrique-Asie, ils ne l'étaient pas. En 2019, il y a eu des élargissements, donc la plupart des pays maintenant doivent fournir leurs données biométriques. Il y a des centres au Canada. Quand on parlait au point 1 de mes soudeurs français en permis de travail, qui devaient arriver au mois de mars avec, justement, en prenant l'avion, en montrant le IMT approuvé, leur certificat d'acceptation du Québec pour se faire donner le permis de travail au point d'entrée. Tout ça a changé. Donc, maintenant, il faut faire le permis de travail en ligne et les Français, maintenant, doivent aussi donner leurs données biométriques. Donc, on est dans cette situation-là. Et ce qui est arrivé, la raison pour laquelle j'ai mis cette recommandation-là, c'est que dans les derniers mois, les centres de biométrie du Canada dans plusieurs pays ont été ouverts, fermés définitivement, fermés temporairement, sur rendez-vous seulement. Donc, ça a bougé dans tous les sens dans les derniers mois, ce qui fait que ça retarde indûment la délivrance du permis de travail parce que l'agent d'immigration Canada ne va pas se pencher sur le dossier de permis de travail avant d'avoir les données biométriques dans le dossier. Je vais vous donner un exemple précis. On a un installateur de clôture mexicain pour lequel on a fait une demande d'évaluation de l'impact en octobre 2019 et pour lesquels, au mois de mai, on était prêt à le faire venir sur le territoire. Okay. Mais finalement, au mois de mai, bon, les frontières canadiennes sont fermées pour avoir le permis de travail approuvé pour pouvoir monter dans un avion.
et il faut donner la biométrie pour pouvoir avoir le permis de travail. Donc là, on tourne un peu. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que le centre de biométrie du Mexique est fermé. Et il est encore fermé aujourd'hui. Donc, ce dossier-là, on a mis beaucoup de pression. L'entreprise a dû contacter le député fédéral, le local. Moi, j'ai écrit... Maxime, je vais t'interrompre. Le centre de mais je m'excuse, je te pose une question. Le centre de biométrie au Mexique, c'est un centre de biométrie mexicain ou c'est un centre de biométrie canadien au Mexique? En fait, c'est le Canada qui sous-traite la gestion de ces bureaux-là, mais c'est géré par le Canada. C'est en anglais, c'est Visa Application Center, qui est géré par IOM. Tu pourras peut-être trouver au long, ça veut dire quoi, l'International Organization of Mobility, je ne me souviens plus par cœur. Mais c'est géré par le Canada, donc c'est pas le centre mexicain. Tout ça pour dire que au Mexique, on a été chanceux, le permis de travail de ce candidat-là a été approuvé le mois dernier, donc il va pouvoir enfin venir installer des clôtures au printemps comme prévu, mais 1 an plus tard, malheureusement. Mais donc, moi, ce que je demande, c'est si le centre est fermé, permettez aux gens de le faire au Canada, retardez pas le dossier pour autant. Exemple, en France, le bureau de Paris, je ne sais pas s'il est encore fermé aujourd'hui, mais dans l'article de journal qu'on parlait de pénurie de main-d'œuvre, justement, plus tôt, le bureau de Paris, aux dernières nouvelles, était fermé. Le bureau de Lyon était ouvert. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent faire plus de 500 km de route pour aller donner leur biométrie à Lyon. Sinon, le dossier ne bougera pas. Donc c'est juste d'enlever une épine un peu dans le dossier en disant, OK, le centre est fermé, et on la fera au Canada, mais on continue quand même l'analyse. Est-ce que le candidat est compétent pour l'emploi pour lequel il a été recruté? Est-ce qu'il y a un dossier criminel? Sinon, on continue l'analyse. On lui donne la lettre qui va lui permettre de monter dans l'avion. On prendra ses empreintes plus tard. OK. Donc, tu ne demandes pas de retirer cette obligation de fournir des données biométriques. Non, mais dans certains dossiers, je l'ai vu passer. Un de mes collègues m'a envoyé une lettre comme quoi aux Philippines, il avait reçu l'équivalent de la lettre qu'il recevrait s'il faisait un visa de visiteur. Donc, c'est approuvé, vous pouvez voler, mais il n'avait jamais donné la biométrie. Donc, moi, j'ai pris cette lettre-là qui n'avait pas besoin d'être caviardée. Dans le fond, c'était une lettre générique. Mais je l'ai envoyée dans d'autres dossiers en disant, pouvez-vous approuver le permis et on fera la biométrie plus tard, mais ça ne fonctionnait pas. Donc ma position, c'est parce qu'on ne va pas toujours déranger les députés là, pour un travailleur qui n'est pas capable de s'en venir. Mais ce que je dis, c'est que le processus de demande de permis de travail est trop souvent ralenti par un centre de biométrie qui est fermé. Donc, si jamais c'est le cas, on pourrait les faire au Canada. Exemple, actuellement, le centre de biométrie est fermé au Mexique. Mais quand j'ai écrit au consulat, on m'a dit vous pouvez aller à lui en République dominicaine. On est quand même dans une pandémie. Là. Les frontières de la plupart des pays sont fermées. C'est pas si facile que ça de s'en aller en République dominicaine pour donner ses empreintes. Donc c'est une complexité qui pourrait, selon moi, vraiment être évitée là, en permettant que le dossier chemine malgré les centres de biométrie qui peuvent être fermés de temps en autre pour des raisons d'urgence sanitaire. OK. IOM, International Organization for Migration, qui gère sur le site, là, c'est iom.int. Il gère de la biométrie pour à peu près tout. Là. Il y avait des articles là-dessus, vous pouvez fouiller là, sur justement que le gouvernement... il y a des gens qui se plaignaient à quel point IOM détient les données personnelles d'à peu près toute la planète. c'est tout... Pour les demandes de permis de travail aussi, sur le site de Immigration Canada, on peut aller voir les délais de traitement par pays. Là. Puis, ce matin, j'étais sur un dossier du Maroc et c'est 54 semaines de traitement. Donc, oui, on parlait en début d'entrevue que pour la pénurie de main-d'œuvre, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires, mais rendu au permis de travail, c'est sûr que c'est un problème. Les 54 semaines d'attente avec justement des centres de biométrie qui ont fermé. Il y a aussi une enquête qui est faite par le Canada en sous-traitance sur les antécédents des candidats. Donc, c'est ça aussi qui peut être long des fois, l'information donnée à des tiers, le rapport du tiers pour terminer le dossier de permis de travail. Mais là, au Maroc, si jamais il y a des gens qui veulent faire du recrutement international, c'est bon en partant de cibler des pays où les délais de traitement de permis de travail sont, disons, moins que 15 semaines. OK. Bon, il y a d'ailleurs, gouvernement du Canada, Immigration et citoyenneté, une section, les répercussions de la COVID-19.
sur l'immigration et une section maladie à coronavirus, COVID-19, 2 points biométrie, la collecte des données biométriques à l'extérieur du Canada. Si vous avez présenté votre demande avant le 12 avril 2021. Donc, il y a toute une section complète sur... Il vient d'avoir, justement, le 12 avril, il vient d'avoir une mise à jour. Donc, c'est vraiment... on parlait d'outils du praticien en pré-entrevue. Là, j'avoue que la dernière fois, je t'avais parlé des sites Internet. Ça se peut que j'y revienne ici parce que c'est là que tout se passe, surtout pour le Canada. La nouvelle est en temps réel. Et là, il y a eu une mesure, justement, hier en disant, si jamais vous n'étiez pas capable de fournir un document parce que à cause de la COVID, vous êtes dans l'impossibilité, on vous donnera peut-être plus de délai de grâce parce que justement, les centres sont en train de rouvrir. Ouais. Donc, peut-être que ça va s'ajuster, peut-être que ce propos-là, dans 2 mois, on n'aura plus besoin d'en parler. On ne sait pas, mais moi, ce que je vois, c'est que dans les derniers mois, j'ai des retards majeurs de permis de travail qui ont été causés uniquement par la fermeture d'un centre biométrique. Ça dit bien, si vous n'êtes pas dispensé de l'obligation de fournir vos données biométriques, nous en avons besoin pour traiter votre demande. Par conséquent, puis là c'est en gras, nous ne prolongerons plus automatiquement le délai pour fournir des données biométriques. Donc, ça commence à rouvrir. C'est ce que... Mais en même temps, c'est écrit aussi, ne voyagez pas dans un autre pays pour faire votre biométrie. Mais tu sais, des fois, il n'y a pas 15 bureaux par pays. Là. Si vous regardez sur le site d'Immigration Canada où fournir mes données biométriques, rentre sur Google, tu vas voir que par pays, comment ça fonctionne. Puis au Canada, maintenant, on a des centres. Ça se passe chez Service Canada, sur rendez-vous. Des fois aussi, c'est fermé ou pas, mais les gens sont déjà à l'intérieur du Canada. Donc, c'est un moindre mal. Mais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, plus que jamais, en plus, là, si jamais on peut accélérer le permis de travail en enlevant l'obligation de faire la biométrie avant que le permis de travail soit approuvé, je pense que ça ne va pas dans la bonne direction. Bon, merci. Il nous reste 2 mesures sur 5 mesures pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration. Nous allons prendre une petite pause. Je remercie notre invité Maxime Lapointe, avocat à Québec, qui concentre sa pratique en droit de l'immigration. C'est clair, la façon qu'il nous en parle. Je vous dis, chers auditeurs, moi je suis en Zoom avec lui. Il n'y a pas de note devant lui. Il va de mémoire et on voit qu'il navigue assez facilement dans le système d'immigration qui est un peu une bête inconnue pour moi, puis j'imagine aussi pour plusieurs de vous, chers collègues. Donc, on prend une petite pause. On se retrouve dans 1-2 minutes maximum. Encore une fois, merci Maxime Lapointe. C'est super intéressant d'en apprendre plus sur l'immigration. Tous les praticiens du droit, qu'ils soient notaires ou avocates et avocats, peu importe leur domaine de pratique, se font poser des questions sur des sujets qui ne font pas partie de leur quotidien. Mais on a tous des réflexes, comme je le dis souvent aux jeunes avocats, c'est pas nécessaire de savoir où la réponse se trouve, mais c'est nécessaire d'avoir les réflexes de connaître que la réponse existe et où la trouver. Question de preuve, c'est un peu ça. C'est des sujets variés avec des experts dans leur domaine qui partagent l'information juridique dans le cadre de balado et dont certains sont reconnus par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec pour de la formation continue. J'ai remarqué le nombre de demandes d'attestation dans les semaines qui précédaient la fin de la période de référence du 31 mars. C'était encore plus dans les jours qui ont précédé cette date. Alors n'attendez pas. C'est pour ça que j'ai imaginé Question de preuve, parce que je suis un avocat occupé dans sa pratique et faire de la formation continue une priorité n'était pas facile. Question de preuve s'occupe pour vous de prioriser cette formation. Lorsque vous nous suivez sur les plateformes de balado, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou n'importe quelle application de balado, les épisodes vont apparaître automatiquement et gratuitement dans votre fil de balado de podcast. Écoutez-nous partout et en tout temps. Pour ceux qui craignaient notre longévité, eh bien, nous sommes toujours là, nos formations sont toujours là et on continue de produire et diffuser des épisodes. Alors, allez dans la section formation continue du site rivercastmedia.com pour connaître les détails de la formation continue et n'oubliez pas de nous suivre sur vos applications de podcast. Nous écouter, c'est tout à fait gratuit. Abonnez-vous, rivercastmedia.com, question de preuve. Alors, nous sommes de retour. Je remercie Maxime Lapointe d'être avec nous aujourd'hui, de prendre du temps de son horaire chargé et de nous parler de la maison, je pense, alors que les écoles à Québec sont tous fermées. Donc, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du silence des enfants pendant
pendant l'enregistrement, qui va très bien, je dois dire. Maxime, on a fait sur tes 5 mesures pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration les 3 premiers éléments. Il nous en reste 2. Et si tu me permets, je vais tout de suite aller sur le 4e élément ou la 4e mesure. Juste si tu me permets de te dire que je suis au bureau avec ma fille dans l'autre partie du bureau qui fait sa maternelle à distance. Ouais. Donc, il y a quand même un élément que les écoles à Québec sont fermées. Ah oui. Donc, la 4e mesure, Maxime, permet aux ressortissants étrangers en attente de l'obtention de la résidence permanente au Canada de demander un permis de travail ouvert. Donc, l'élément clé ici, c'est permis de travail ouvert, à l'instar de ce qui est possible dans le reste du Canada, afin de permettre aux candidats à l'immigration de gagner leur vie sans les restrictions d'un permis lié à un employeur en particulier. On en avait touché un petit peu lors de l'épisode 18. Peut-être que tu pourrais nous donner un petit topo sur permis de travail ouvert, qu'est-ce qui se fait dans le reste du Canada et quelle est ta recommandation? Ouais. En fait, quand j'ai commencé le document pour ces 5 mesures pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration, j'ai pris mon même fichier de mes 5 dernières mesures. Puis en fait, il s'appliquait presque toutes, mais là, je voulais mettre une touche plus crise sanitaire COVID. Mm-hmm. Mais celle-là, je l'ai plus ou moins gardée là, parce que intégralement, en fait, là, parce que ça revient souvent au bureau ici. Là. De la manière que ça fonctionne, c'est donc les gens viennent ici normalement sur un statut temporaire, étudiant ou travailleur. Après ça, ils peuvent faire une demande de sélection permanente. Ouais. Surtout dans le programme d'expérience québécoise, on en parle souvent, qu'il y a 2 volets, étudiant, travailleur. Ensuite, ils lancent la résidence permanente, puis en parallèle, ils doivent maintenir un permis de travail valide pendant tout le processus qui dure de plus en plus longtemps, parce qu'on a parlé la dernière fois, dans le fond. Les seuils d'immigration du Québec sont bas, les inventaires de dossiers sont hauts, donc ça rallonge le processus, c'est mathématique. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a des gens qui doivent renouveler, maintenir un permis de travail pendant une période de plus en plus longue. Et ce permis de travail-là, pour les gens qui ont un certificat de sélection du Québec, il rentre dans une catégorie de dispense de IMT qu'on a parlé au point 1 et au point 2. Donc, ça veut dire qu'un travailleur qualifié qui a un permis de travail valide et un certificat de sélection du Québec est dispensé de faire une évaluation de l'impact sur le marché du travail. Il doit passer par le programme de mobilité internationale qui, lui, demande une offre d'emploi du portail des employeurs. Donc, l'employeur doit avoir un portail à lui pour son entreprise, déposer une offre, payer des frais de conformité de 230 $, donner le numéro à son travailleur qui, lui, va faire une demande de permis de travail. Okay. À chaque changement d'emploi en fait, le travailleur doit refaire ce processus-là, en plus, évidemment, de redemander un permis de travail. Donc, il y a des frais gouvernementaux, il y a des frais légaux. Et partout ailleurs au Canada, quand on est en attente de résidence permanente, évidemment, les délais de traitement au fédéral pour le reste du Canada sont moins longs parce qu'on n'a pas le délai de traitement du provincial, la cible d'immigration du Québec. Donc, dans le programme fédéral qui s'appelle Entrée Express, on peut avoir une résidence permanente en dedans de 6 mois. Donc, hier, justement, j'avais une cliente au bureau il y a beaucoup de gens comme ça, surtout des Français qui m'appellent et qui me disent j'aimerais mieux faire ma résidence permanente en Ontario, finalement, parce que les délais de traitement sont moins longs. Puis moi, de leur dire, écoutez, tant que vous maintenez un permis de travail valide pendant tout le processus, si vous avez choisi de faire votre vie au Québec, même si ça prend 3 ans, vous avez un permis de travail, je ne pense pas que c'est une bonne solution de changer de province. C'est juste pour avoir un délai de traitement plus rapide. Mais dans la mentalité des ressortissants étrangers, le certificat de sélection du Québec, pour eux, c'est une finalité. Exemple, j'ai un client qui est venu au bureau la semaine dernière. Lui, il a lancé sa résidence permanente, donc au fédéral, après avoir eu son certificat de sélection du Québec. Et dans sa tête à lui, dans sa compréhension de l'immigration, il était en statut implicite. Ça veut dire qu'il pouvait continuer à travailler et il n'y avait pas à renouveler un permis de travail temporaire. Bref, on se retrouve 2 ans et demi plus tard. Le gars, ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas de permis de travail au Canada, puis il m'appelle. Et ça arrive plus souvent qu'autrement, j'imagine? Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Et il y a aussi là-dedans... Dans mon point 4 puis le point 5, ça chevauche un peu, mais ça arrive des gens qui renouvellent mal leur permis de travail. J'en ai eu une la semaine dernière encore. Elle était dans la dispense de IMT, Programme Expérience Internationale Canada, donc pour un permis de jeune professionnel. Mm-hmm.
Et elle a renouvelé le permis de travail comme si c'était un jeune professionnel qui se renouvelle, mais ça ne se renouvelle pas. Donc, il aurait fallu qu'elle prenne l'autre code de dispense de IMT, A75, qu'on va parler au point 5 plus tard, pour un travailleur qualifié. Bref, permis de travail refusé, mais on était chanceux, on était encore à l'intérieur de son permis de travail valide. OK. Donc, on aura fait une demande en bonne et due forme avec le bon code de dispense de IMT. Mais mon point 4, c'est vraiment de dire si ces gens-là avaient un permis de travail ouvert pendant 2-3 ans, bien, au moins, leur statut serait protégé, ils seraient moins aigris. Parce que les gens disent souvent aussi ah, mais on est dans l'incertitude avec un statut temporaire. Mais moi, je leur dis ben non. Si vous avez un permis de travail valide de 2 ans ouvert, ben, si la résidence permanente, ça prend 2 ans, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai habité à Hong Kong pendant 3 ans. Pour avoir la résidence permanente, ça prenait 6 ans. Puis je ne me suis jamais plaint de ça. OK. Donc, il faut juste un peu rebrasser les cartes, mais surtout éduquer un peu les ressortissants étrangers sur le fait que quand on a un permis de travail temporaire, le statut au Canada est protégé, puis dire au ministère de l'Immigration, si possible, ajouter une dispense de IMT ou en fait, corriger-la pour que ce soit reflété que ces gens-là peuvent demander un permis de travail ouvert. Et on revient un peu à ce que tu me disais en début de l'entrevue. Clairement, cette recommandation-là n'est pas pour ma poche parce que moi, je vais faire moins de renouvellement, mais personnellement, j'aime bien mieux faire moins de dossiers d'immigration qui sont ultra stressants pour les candidats, puis m'éviter d'absorber, parce que je suis vraiment une éponge à stress. On parlait en début d'entrevue de relations d'aide, mais c'est vraiment ça. Là, les gens appellent au bureau, sont désespérés, ils ont eu un refus de renouvellement de permis de travail parce qu'ils ont mal fait leurs choses. Là, il faut les aider, il faut faire un rétablissement de statut. Rétablissement de statut, c'est 4 mois de traitement, les gens ne peuvent pas travailler. Es-tu en train de me dire que les clients consultent leur avocat trop tard, un coup que le trouble est poigné? C'est rare, hein, ça. Je ne sais pas dans ta pratique ou celle des auditeurs, mais dans la mienne, en fait, moi, c'est relativement nouveau parce que moi, je viens d'une niche de candidats du programme immigrants investisseurs, entrepreneurs, donc des gens d'affaires. Et ce qu'on faisait à l'époque, beaucoup, c'est il y a des conditions à remplir dans le programme. Si tu te qualifies, on dépose une demande, puis après ça, on y va. Donc, c'était très proactif. Mais depuis 3 ans, là, je remarque que ma clientèle est plus locale ici à Québec. Donc, des gens qui m'appellent effectivement quand il est un peu trop tard. Là, j'en ai de plus en plus. Puis c'est là que j'ai recommencé à refaire des positions vers 2017-2018 parce qu'il y a des gens qui venaient me voir en me disant j'ai mal renouvelé mon permis de travail, j'ai plus de statut au Canada, qu'est-ce que je fais? Puis là, j'en ai plus que jamais. Là. Donc moi, c'est toujours dans mes valeurs, comme je dis, d'améliorer la sélection, la rétention. Si ça peut aider à la rétention de gens au Québec en leur permettant d'avoir un permis de travail ouvert pendant le processus de résidence permanente, qui prendra le temps qu'il prendra aussi, parce qu'en fait, c'est au Québec à augmenter drastiquement ses seuils d'immigration. Ah, t'en as parlé à l'épisode 18. C'est ça, pour dire au fédéral, traitez-moi tous les dossiers, comme ça, il va y avoir une moins longue période entre la sélection par le Québec puis l'admission par le Canada. Ouais. Donc, la balle est dans le camp du gouvernement provincial, mais évidemment, les seuils d'immigration, c'est un enjeu majeur qui crée beaucoup de friction dans la population. Là, quand on dit prendre des immigrants, on en prend trop. Mais en fait, les gens sont déjà sur le territoire, ils ont déjà une sélection permanente, sont en attente de résidence permanente et contribuent déjà à l'économie. Donc, pourquoi on ne ferait pas juste leur raccourcir les délais de traitement en augmentant le seuil? Il y aurait moyen de l'expliquer comme ça à la population. Évidemment, comme je t'ai dit la dernière fois, je ne suis pas ministre de l'immigration. Une chance ou tant pis, je ne sais pas. C'est selon, là, mais c'est sûr que mes recommandations, le gouvernement, je sais qu'il les lit. Parce qu'exemple, dans le programme Immigrants investisseurs qui va rouvrir, selon les rumeurs plus tard cette année, moi, j'avais suggéré une sélection en 2 étapes pour contrer le problème de rétention au Québec. Donc, on sélectionne sur la base des actifs, la source de fonds, comme le programme habituel. Après, on donne un permis de travail temporaire pour que les gens viennent s'installer. Et ensuite, on va les sélectionner pour de bon, avec une preuve d'adresse et un niveau de langue. Comme ça, on va éviter les problèmes de gens qui s'en vont vivre à Vancouver, puis la mauvaise réputation du programme. Puis, selon les rumeurs que j'ai entendues, les plus récentes, c'est la direction que le ministère va prendre. Je ne sais pas, c'est un peu du coq à l'âne, mais le programme d'immigrants investisseurs, j'imagine que la plupart de tes collègues en immigration doivent avoir hâte que ça rouvre, mais je me demande si ça va être la manne que tant annoncé, je pense pas. Je ne sais pas à quel point les praticiens du droit de l'immigration sont actifs dans ce programme-là. Je sais que moi, j'ai beaucoup de collègues qui en font, et ceux qui en font d'ailleurs exclusivement
m'appellent depuis plusieurs années en me disant « Maxime, comment tu as réussi à recycler ta carrière vers d'autres types de dossiers? » Parce que c'est un programme qui est fermé quand même depuis 2 ans. L'inventaire de dossiers actuel ne se vide pas parce que le ministère il va au compte-gouttes. Ils ont des seuils encore à respecter pour la sélection. Donc, c'est très lent. Au fédéral, c'est encore pire. C'est 49 mois de traitement si ce n'est pas 54. Je n'ai pas regardé récemment. Donc, pour ton commentaire, est-ce que le prochain programme va être attrayant avec l'exigence du français qui vont ajouter l'exigence de demeurer sur le territoire, sachant que c'est un programme qui est majoritairement utilisé par des clients de Chine? C'est une bonne question. Alors, on va s'en aller sur la 5e mesure pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration. Ta 5e mesure, Maxime Lapointe, permet aux travailleurs qualifiés du Québec disposant d'un CSQ, Certificat de sélection du Québec, qui ont rencontré un refus de renouvellement de permis de travail et qui ont ainsi perdu leur statut légal au Canada, tu nous en parlais un petit peu, de bénéficier du code de dispense de l'EIMT A75. Bon, le code de dispense de l'EIMT A75 qui est couramment utilisé pour les détenteurs de permis vacances-travail, à moins que je me trompe, jeunes professionnels, coop internationale. A75, c'est pour les détenteurs de CSQ. Donc, les gens qui ont une sélection permanente par le ministère de l'Immigration du Québec sont exemptés de l'IMT. OK. Donc, c'est le bon. OK. Ça dispense de faire l'étude d'impact sur le marché du travail. Exact. Et ça va alléger le processus. Exact. OK. Donc, les gens qui ont rencontré un refus de renouvellement de permis de travail et qui ont ainsi perdu leur statut légal au Canada, de bénéficier du code de dispense de l'EIMT A75, et ce, même lorsque le statut de travailleur au Canada est perdu. Permettre de rétablir des statuts en tour du poteau, tu vas nous expliquer ça, et traiter de manière, et tu pourrais nous dire poteau, et traiter de manière urgente les cas de rétablissement de statut au Canada pour ne pas se priver d'une main-d'œuvre sur le territoire et apte au travail. On en avait parlé à l'épisode 18, c'est-à-dire que ceux qui avaient un statut valide, qui le perdent un peu de façon administrative, tu es en train de me dire de remettre ça plus facile pour revenir en statut comme correct. C'est ça. Donc, dans l'échiquier constitutionnel, c'est pas évident. Donc, c'est au Québec à aller faire des représentations au fédéral pour assouplir un peu tout ce qui concerne le rétablissement de statut. Donc là, j'ai une cliente d'ailleurs qui vient au bureau. Non, en fait, on va faire ça par Zoom demain après-midi parce qu'elle avait un permis de travail, un PVT, permis de vacances-travail. Okay. Elle a lancé sa demande de certificat de sélection du Québec. Le permis de vacances-travail est venu à échéance, ça ne se renouvelle pas. Donc, ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse, c'est qu'elle prolonge son permis de travail avec la dispense de l'IMT à 75, au moins en mettant son numéro de dossier de CSQ. Je le fais souvent là, pour attacher, au moins maintenir en statut. Là, on se retrouve avec une candidate qui n'a plus de statut, mais qui a un certificat de sélection du Québec. Je le dis souvent dans mes exemples, je dis au permanent, immigration permanente, tout va bien. Vous avez un CSQ, vous êtes prêt à lancer la résidence permanente. Au temporaire, ça ne va pas bien. Là, vous n'avez plus de statut. Donc là, il faut rétablir un statut de travailleur, payer des frais additionnels de 200 $ pour rétablir le statut. Et normalement, les rétablissements de statut, c'est 4 à 5 mois. Donc, sans pouvoir travailler. Et là, le petit bout aussi, bon, on parlait de tour du poteau. Effectivement, tu me l'as fait réaliser, je dis poteau. Donc, ça, c'est bon. Mais en fait, c'est que tour du poteau, ça veut dire on s'en va à la douane, à la colle ou en bourse. À Jackman, on se fait refouler aux États-Unis, on vient au Canada et on dit « Salut, j'ai un permis de travail à prolonger » parce que l'Agence des services frontaliers du Canada a quand même certaines compétences en matière d'émission de permis, hein, comme on parlait au début de mes soudeurs français. Tu vois, tout se tient pareil dans les 5 mesures. Eux, ils se font délivrer. Ils se font délivrer le permis de travail à leur arrivée. Donc, ça veut dire que la douane, ils sont capables. Mais dans la dispense de l'IMT A75, il y a 2 conditions. Détenir un CSQ et avoir un permis de travail valide au moment de la demande. Donc, ça revient à une de mes positions. Je pense qu'elle est telle que telle depuis 2017 dans les 5 positions parce que mes premiers travailleurs qui m'ont consulté avec des permis refusés puis de statut, une fois, je suis allé moi-même avec 3 travailleurs à la douane. Donc, j'ai défendu le dossier devant le douanier de chacun de mes 3 travailleurs. On est reparti avec un permis de travail sur 3. La seule personne qui était approuvée, c'est celle qui avait un permis de travail valide au moment de la demande. OK. Donc, les 2 autres, ils sont retournés bredouilles. Mais si on enlevait l'exigence d'avoir un permis de travail valide, dans le fond, si on permettait d'aller réparer des choses à la frontière, bien, les gens, le soir, ils reviennent chez eux, ils sont contents, ils sont moins stressés. Le lendemain, ils reprennent le travail. Parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est des gens qui ont des certificats de sélection du Québec. Donc, le Québec les veut.
Ils sont éligibles à demander la résidence permanente, mais là, comme je te disais en début de ce point-là, ils sont refusés pour des technicalités administratives. Puis on ne parle pas de l'examen de français échoué du candidat ou de la plupart des dossiers médiatisés quand on parle d'immigration. La plupart des dossiers médiatisés d'immigration dans les médias, c'est des gens qui ont mal fait leur chose. Est-ce que tu Donc, c'est couvrirais vrai. Oui. est-ce que tu couvrirais quelqu'un qui a juste comme oublié de faire son renouvellement? Ben, premièrement, juste rapidement, un PVT, le permis vacances-travail, c'est valide pour combien de temps? 12 ou 24 mois selon le pays d'origine. Ça ne se renouvelle pas. OK. Ah, ça se renouvelle pas, donc tu peux même pas oublier. OK. Donc, dans l'ancien programme Expérience québécoise, on revient toujours un peu à ça. La règle, c'était 12 mois de travail. Ça veut dire si j'ai un PVT de 24 mois, donc j'en ai un travailleur qui est venu cette semaine là-dessus aussi. Donc, il y avait un PVT de 24 mois, il a travaillé 12 mois, il a demandé son CSQ, il lance la résidence permanente. Après, il tombe sur la dispense de INT A75, tout va bien. Avec les nouvelles règles du PEC, là, ça ne va pas être aussi chic là, parce que le PEC va demander maintenant 24 mois de travail. Donc, on a un permis de 24 mois. Après 24 mois, on peut demander la résidence permanente, mais il faut aussi renouveler le permis qui ne se renouvelle pas. Donc là, on revient à IMT, traitement régulier, traitement simplifié, 10 %. L'employeur, est-ce qu'il va vouloir se lancer là-dedans? Les employeurs ne sont pas super chauds. Surtout pour des postes, exemple, je ne sais pas, un caissier ou quelqu'un qui travaille dans une boutique. C'est des frais qui sont très élevés. Dans le domaine industriel, les employeurs, ils se repayent, là, évidemment. Là. Il y en a qui prennent aussi des ententes de paiement avec les employés, mais on n'a pas le droit d'aller rechercher les frais gouvernementaux de l'EIMT. On peut reprendre les honoraires professionnels. Donc, il y a des ententes qui se font, mais le point à la base, c'est sûr que si on avait plus de souplesse en partant sur les permis de travail, on pourrait avoir une durée plus longue qui nous permettrait de faire tout le processus de sélection permanente à l'intérieur du premier permis et d'éviter les refus et les pertes de statut. Donc, le point 5, c'est vraiment là, OK, le dossier a dérapé, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut comprendre que rétablir un dossier d'immigration qui dérape, c'est vraiment difficile. C'est pour savoir avec qui communiquer, où on est rendu, rétablir le statut, c'est long. C'est vraiment l'enfer. Donc, le but, c'est vraiment d'assouplir un petit peu pour permettre à une main-d'œuvre qui est déjà ici, qui est déjà en emploi dans la plupart des cas, puis qui, évidemment, qui est apte au travail, de juste continuer à gagner sa vie. J'ai eu un dossier comme ça fait peut-être 2 ans. La personne a été ici depuis 6 ans. Donc, avec un certificat de sélection du Québec, elle a envoyé une demande de prolongation de permis de travail par la poste au mauvais bureau, ou en fait, c'est parce qu'elle voulait insérer son nouveau passeport dans son nouveau permis. Donc, bref, elle a envoyé à un bureau qui a transféré la demande à l'autre bureau. Entre les deux, son permis de travail a expiré. Quand le bureau B a eu le permis, la demande entre les mains, ils ont dit « Désolé, madame, votre permis de travail est échu, donc on ne peut pas vous traiter. » Et la dame est repartie en France en me disant « Ça fait 6 ans que je suis ici. » Puis moi, les seules solutions que j'avais... Évidemment, moi, c'est rare que je communique avec les députés. Là, ça peut aider pareil, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Mais la solution, c'est rétablir le statut, attendre 4 mois, puis on en est là. Mais il faut refaire un EIMT aussi. Donc, bref, c'est vraiment essayer d'aider les gens au niveau de leur immigration temporaire quand on les a déjà sélectionnés. Je pense que c'est la moindre des choses que le gouvernement du Québec peut faire. Puis si vous regardez là, les 5 mesures, là, on est très loin de ce que réclament des fois des ressortissants étrangers. Exemple, régulariser tout le monde au Canada. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis vraiment dans des choses, c'est pragmatique, c'est faisable. Ça prend évidemment des bonnes relations Québec-Canada. Mais mes 5 recommandations, il n'y a rien qui est tiré par les cheveux. C'est juste dans le but de pousser l'immigration vers le haut, aider aussi le grand public à comprendre un peu les enjeux, mais surtout régler des problèmes de base de sélection et de rétention sur le territoire. Maxime Lapointe, j'avais rédigé une petite conclusion, j'ai pas besoin. Tu nous as fait un petit recap. Mais j'ai envie de te poser une question un peu à brûle-pourpoint comme ça. Mais c'est pas le bordel qu'on voit dans les journaux, le système d'immigration au Québec. Est-ce que je me trompe ou... Il y a des délais, mais je veux dire, c'est-tu quoi? Ça dépend, c'est qu'est-ce qu'il explique. Là. C'est comme si de l'algèbre pour un mathématicien ou pour quelqu'un du grand public, là, c'est pas traité de la même façon. L'immigration, moi j'ai fait un tableau, je vais te l'envoyer. Immigration temporaire, permanente, la compétence du Canada, du Québec, parce que je voyais justement que l'échiquier était dur à comprendre pour tout le monde. Avec un tableau clair, je suis capable de dire, écoutez, monsieur, madame,
on est en immigration temporaire dans la compétence du Québec. Okay. Donc, déjà là, ça aide beaucoup à la compréhension des gens. Mais évidemment, les journalistes, c'est pas des experts en immigration, c'est un petit peu beaucoup trop pointu pour eux, c'est normal. C'est pas le bordel nécessairement, dans la mesure où on sait où se retrouver. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des situations aberrantes, des programmes qui pourraient être assouplis, des limites qui pourraient être augmentées, des seuils d'immigration qui pourraient être augmentés. Je pense qu'avec ces 5 mesures-là, puis incluant aussi une 6e mesure, si tu me permets, qui est d'augmenter drastiquement les seuils d'immigration à l'admission pour dépomper l'inventaire de dossiers en attente d'admission par le Canada. Donc, ça, c'est dans les mains du Québec de dire au Canada, tu vas me traiter tous mes dossiers en attente de résidence permanente, comme ça, il va y avoir moins d'attente entre ma sélection et mon admission. Mais ça, c'est pas donné dans l'opinion publique. Oui, augmenter les seuils, tu m'en parlais dans l'épisode 18 qu'on a diffusé le 21 juillet, mais je pense qu'on a enregistré comme 1 mois avant. Donc, je pense que tu vas t'époumoner pendant encore quelques années sur augmenter les seuils, si je peux me permettre un commentaire. Oui, parce que le gouvernement de la CAQ s'est quand même fait élire avec une promesse de baisse de seuil d'immigration. Donc, il les remonte tranquillement. Puis quand il les remonte, ben là, c'est rendu le Parti libéral qui dit que ça ne monte pas assez, mais en même temps, il y a quand même on a eu un gouvernement libéral pendant 15 ans, parce que, avec l'épisode du PQ. Là, mais, donc, c'est pas facile, mais je pense que ce qu'il faut que les gouvernements comprennent, c'est que l'immigration, elle est en hausse. Au niveau temporaire, elle est en forte hausse. Le programme des travailleurs étrangers temporaires roule plus que, exemple, 5 ans ou 10 ans. Et il y a de plus en plus de gens qui sont éligibles à demander la résidence permanente et des gens qui sont déjà ici. Donc il faut absolument les favoriser. Et les mesures du programme Expérience québécoise du mois de juillet dernier, en fait, qui venaient augmenter de 12 à 24 mois la durée minimale d'emploi et aussi exiger une expérience de travail pour demander le programme pour les étudiants internationaux. Ben, le but de ça, c'était pour le Québec de mieux contrôler son flot, mais en demandant aux gens de travailler plus longtemps avant de déposer, ben là, on revient un peu au même problème. Yeah. On met plus de pression sur le statut temporaire, il faut renouveler plus souvent le permis de travail, il faut faire plus souvent des EIMT avec les frais gouvernementaux que ça implique. Le risque d'erreur aussi, lors des renouvellements, qui nous amène au point 4 puis 5. Donc, plus c'est long avant d'avoir la résidence permanente, plus le statut temporaire est précaire. Wow, on a fait le tour. C'est encore une fois, on peut faire 2h30 là-dessus, un autre épisode, peut-être même une série qui sait, peut-être qu'on verra à faire quelque chose sur l'immigration. C'est vraiment comme je parlais un petit peu au niveau du fiscal, des fois c'est un petit peu à part comme droit. Ben, l'immigration, c'est un peu à part. Cependant, on a toujours un client qui va nous parler de quelque chose ou connais-tu quelqu'un en immigration? Ben, moi, je connais Maxime Lapointe. Mais Maxime, je te laisse pas partir. À tous les épisodes, comme d'habitude, tu sais où je m'en vais avec ça. Je demande à mes invités de partager un outil, un item, un ouvrage, n'importe quoi qui est essentiel à ta pratique, qui peut peut-être inspirer nos collègues. Maxime, je te dis que tu ne peux pas recycler celui du 18e épisode. Tu m'as déjà dit que tu risques de t'en aller là-dedans, puis je ne peux pas nécessairement te critiquer parce que tout le long que tu me parlais, j'ai googlé, je suis allé sur le site d'Immigration Québec, Immigration Canada. Mais voici, qu'est-ce qui est un incontournable dans ta pratique si on parle de avril 2021? Je te dirais, effectivement, là, comme tu vois, dans l'immigration, ça se passe beaucoup sur les sites web. Je parle des sites du gouvernement. Il y a aussi de l'information additionnelle sur des forums là, que des fois, je recommande plus ou moins aux clients de se fier à ça là, parce que c'est pas toujours exact. Et puis, c'est pas toujours non plus le cas de l'un n'est pas toujours le cas de l'autre. Des fois, il y en a qui vont dire, exemple, j'ai eu mon permis en X semaines. Ça évolue. Donc, je t'aurais dit encore ça, mais j'avoue qu'avec les nouvelles restrictions de la CNSST concernant le masque dans les lieux de travail, la 3e vague de la COVID, que je vois qui ne s'essouffle pas, je vais être obligé de te dire, mon prochain outil là, que je dois absolument rattraper le retard, c'est pour tout ce qui est caméra micro dans le but de faire de plus en plus de dossiers, dossiers sur Zoom. Même si tu comprends qu'on est lié avec une pratique qui est un petit peu archaïque au niveau de formulaires signés, papier, au crayon, scannés. Donc, j'ai vraiment besoin, moi, de mon bureau à tous les jours, venir imprimer les dossiers. Les clients viennent signer, malheureusement. Les processus qu'on est en train d'installer, c'est en fait, on leur met des onglets, puis ils signent dans une pièce privée. Donc, c'est les petits changements qu'on a fait dans la dernière semaine.
Mais sinon, l'étape d'après, ça va être vraiment d'essayer, en tout cas du moins, d'être 100% virtuel. Mais comme je te dis, c'est une pratique c'est presque impossible. Mais moi, je pense que je vais me recycler dans l'aménagement de salles virtuelles pour les avocats. Tu vas voir. Si je peux me permettre, donc merci, mais si je peux me permettre, on fait vraiment équipe incroyable, toi et moi, puisque mon outil du praticien cette semaine, moi, ressemble plus, si je peux me permettre, à un rant. Je suis dans la critique, je suis dans la diatribe. Ça fait 1 an, chers collègues, que nous sommes en crise sanitaire et qu'on doit communiquer entre nous via Zoom, Teams, Meet de Google, Blue Jeans, pour ceux qui connaissent ça. La caméra de votre portable est inadéquate. Je vous le dis tout de suite. La caméra de votre MacBook est encore pire. Le petit trou qui sert de microphone sur votre laptop, c'est pas bon. Il capte tous les bruits ambiants et en même temps, ça ne capte rien, à moins que vous ayez vraiment une bonne salle insonorisée. Alors, mon outil du praticien est de vous faire investir dans une caméra, un microphone ou des écouteurs avec microphone. Au niveau de la caméra, moi, j'ai pas de publicité là-dessus, là, c'est pas une publicité, j'ai pas de commandite. Là. Au niveau de la caméra, je vous suggère simplement Logitech C920. Je pense que c'est 99$. Au niveau du micro, n'importe quoi, n'importe quel micro qui est USB, là, un micro qu'on branche à notre ordinateur. Puis un micro qui se dépose sur une table pour qu'on ait un peu une distance et qu'on puisse aussi avoir la possibilité de bouger nos mains. Je suggère peut-être un Blue Yeti USB mic. Je pense que, à moins de me tromper, Frédéric Letendre utilise ça. C'est un excellent choix. Pour ceux qui veulent des écouteurs avec un microphone, mais tous vos ados en ont un là, pour leur jeu en streaming. Ça dépeigne les cheveux, je conviens là, d'avoir ça. Maxime et moi, on en a un présentement, mais on entend mieux à cause des écouteurs et le microphone est directement devant la bouche. La compagnie Razer en fait très bon. Razer, c'est une compagnie qui fait des équipements pour les jeux, là, donc des claviers, des souris et des microphones ainsi que des écouteurs. Il y en a un qui est beau, bon, pas cher, c'est le Razer Kraken X. Je pense que ça vaut 50$. Donc, vous avez microphone et écouteurs. Puis en plus de ça, les écouteurs, ben, ça met le bruit dans tes propres oreilles. Donc, on entend mieux qu'est-ce qui se passe autour. Sinon, dans tous les cas, au moins vos écouteurs boutons qui venaient avec le téléphone que vous avez acheté. Juste ça, c'est mieux. C'est mieux que ce que vous avez sur votre ordinateur ou sur votre portable. Oui, j'ai une autre suggestion, et lorsqu'on a des invités qui sont de l'extérieur et qui ne sont pas habitués comme Maxime, on envoie un best practices, là, les meilleures pratiques. Branchez votre ordinateur, pas en Wi-Fi. Le Wi-Fi n'est pas suffisamment stable pour nous permettre d'avoir des bonnes connexions. J'ai vu, en me présentant à la cour, là, ce que Teams offre, et on a des collègues qui sont sur Teams qui font des représentations, et souvent, c'est malheureusement terrible. Et je pense qu'on est à d'autres choses. Donc, mon outil du praticien, une nouvelle caméra, un nouveau micro, des nouveaux écouteurs avec micro. Branchez votre ordinateur directement sur votre routeur. N'utilisez pas le Wi-Fi lorsque vous êtes en Zoom. C'est ça ma suggestion. Donc, Maxime, on est un peu en symbiose, toi et moi. On dit la même chose. Qu'est-ce que tu as de ton côté, Maxime, projet à venir? Conférence, dossier particulier, commission parlementaire, je ne sais pas, peut-être. Projet professionnel à court terme, là, qu'est-ce qui s'en vient? On dirait que je t'en dis un peu la dernière fois. J'essaie de me sortir de la crise, de la COVID dans mes dossiers. Mais en fait, je te dirais, avec l'incubateur d'entreprise tentaculaire que j'ai fondé pendant la pandémie, là, qui est un fourre-tout 360 d'aide aux nouveaux arrivants qui veulent faire des affaires au Québec. On a Desjardins comme partenaire. Donc, on fait un webinaire la semaine prochaine avec Desjardins sur en quoi l'incubateur d'entreprise est essentiel à votre projet d'affaires au Québec. Tu m'envoies ça? Tu m'envoies le lien? Je t'envoie le lien. Puis, on a aussi, donc c'est le mardi 20 avril à 11h30. Je vais t'envoyer le lien. S'il te plaît. Et on a aussi, je suis en train d'ouvrir un bureau à Montréal, un bureau qui est plus un bureau de représentation. Pour, dans le fond, venir collecter les signatures des clients. Puis, parce que moi, j'habite évidemment à Québec. Ouais. Mais donc, je joue sur Montréal. Je vais de plus en plus souvent pour placer les choses. J'avais une employée, en fait, qui voulait déménager à Montréal
Et donc, je l'ai placé en télétravail de Montréal. Puis, avec Tentaculaire, on a un bureau sur Saint-Jacques. Donc, c'est un bureau qui me tient à cœur, qui est très proche du bureau d'immigration du Québec, dans la mesure où il n'y aurait plus de COVID, s'il y avait encore des entrevues d'immigration pour, entre autres, les dossiers investisseurs. C'est à 2 portes à côté du MIFI. Donc, c'est un local que je regardais déjà en 2017 et là, j'ai remis un petit peu d'énergie là-dessus. Donc, essayer d'élargir un peu sur Montréal. Puis, ensuite, ça va être de commenter ou s'il y a une commission parlementaire ou s'il y a un dépôt de mémoire sur la réforme du programme immigrants investisseurs. Donc, je veux prendre position, qui va être un peu les mêmes positions que j'avais présentées moi-même au ministère de l'Immigration l'été dernier. Donc, une sélection en 2 étapes, un investissement qui est plus actif et non passif par les candidats, délai de traitement, écourté, évidemment. Donc, c'est toujours ça. Honnêtement, tu me le fais réaliser parce qu'on se parle, ça fait presque 1 an, puis je roule vraiment toujours la même boule. C'est vraiment comment je peux améliorer les processus, comment je peux aider les clients dans les dédales de l'immigration, comment je peux des fois avoir un peu d'espace médiatique pour en faire parler, puis comment je peux former aussi des fois autant des collègues que des clients, évidemment. Là. J'avais un article récemment à Radio-Canada sur... il y a un examen médical à faire à l'immigration et puis il y a un seul médecin désigné par Immigration Canada dans la ville de Québec. Et c'est pratique, il y a une pratique particulière selon laquelle ils exigent un montant en argent comptant. Donc, ce qui n'est pas illégal par ailleurs, mais qui est quand même particulier là, avec les outils technologiques qui sont disponibles aux entreprises pour collecter des paiements de clients. Donc, Radio-Canada s'est penché sur le dossier. Je suis content d'avoir l'espace médiatique que je peux avoir là, quand c'est le temps justement d'avancer des dossiers problématiques ou des solutions, du moins en immigration. Je te remercie pour la tribune que tu m'as donnée encore. C'est un grand plaisir. C'est plus toi qui nous apporte. C'est moi qui te remercie. mlavocat.com et tentaculaire.ca. Exactement. Parfait, excellent. Écoute, on va partager ça sur les notes de l'épisode avec vous, chers auditeurs. Merci, Maxime. C'est vraiment gentil de t'être prêté à l'exercice pour une 2e fois. Je vous invite à communiquer avec lui, chers collègues, pour tous vos besoins en immigration. Nous ne sommes pas experts en toutes les matières. Et si vous avez un client qui vous questionne en matière d'immigration, appelez Maxime. Et dites-lui que vous avez entendu parler de lui sur le balado Question de preuve, pourquoi pas. Merci à moi qui ai fait la recherche et la préparation de l'épisode. Je vais faire le montage et l'édition. Là, il faut que ça sorte avant le 20 avril puisque je vais parler du webinaire de Maxime. Donc, on va faire ça rapidement. Sabrina sera de retour sous peu. Je remercie Constance qui était occupée jusqu'à minuit moins 1 le 31 mars pour vous transmettre vos attestations de formation. C'est la raison pour laquelle j'ai parti Question de preuve pour éviter justement d'avoir à faire nos formations jusqu'à la dernière minute le 31 mars. Alors, abonnez-vous. Vous comprenez le principe, on diffuse des épisodes souvent, la plupart sont approuvés par le Barreau du Québec pour la formation continue et vos crédits de formation que vous allez acheter ne disparaissent pas par magie le 31 mars, donc si vous en avez acheté avant, vous en avez encore et vous allez pouvoir obtenir vos attestations de formation. Normalement, l'épisode que vous écoutez aujourd'hui serait approuvé par le Barreau. Allez dans la section formation juridique du site rivercastmedia.com pour tous les détails ou écrivez à Constance à info@rivercastmedia.com. Finalement, chers auditeurs, je vous remercie pour votre attention et pour l'écoute de nos balados. On est à plus de 14 000 auditeurs, là. En fait 13 965. Le mot-clé pour cet épisode est admissible. ADMISSIBLE. Je retire ça parce que je veux qu'il y ait plus de travailleurs étrangers qualifiés qui soient justement admissibles à travailler, à immigrer au Québec. Comme je le répète toujours, allez dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com et entrez le mot-clé admissible au singulier et obtenez votre attestation de formation. Quant à moi, je suis @HRMartin sur Twitter et comme je le dis toujours, je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Questions de preuve et Rivercast Media sont sur tous les réseaux sociaux. Comme je vous dis, achetez des crédits de formation, 10 $ de l'heure pour un forfait de 30 heures, c'est le meilleur deal, il n'y a pas de meilleure aubaine. Sinon, le prochain épisode sera avec un bâtonnier sortant.
puisque nous sommes dans la période de campagne électorale au bâtonnat du Québec. Nous avons 2 candidats. Moi, je vous invite simplement à voter au début mai. Voter, c'est important, peu importe le candidat ou la candidate que vous choisissez. On a quelqu'un de Québec d'ailleurs et quelqu'un de Montréal. J'en dis pas plus, j'espère pouvoir vous les présenter directement dans un podcast de questions de preuve. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. À la technique audio, Sabrina Roy. La musique et les clips audio sont de Feu René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.